Le 18e point, c'est redonner toute la priorité à nos liens avec le monde francophone. Alors là, nous ne sommes plus maintenant dans le... On n'est plus dans le registre du programme du Conseil national de la résistance, quoique vous vous rappelez qu'il parlait d'améliorer le statut juridique et social des populations indigènes. Il utilisait évidemment les termes de son époque. En 1944, la France avait encore tout son empire colonial, mais il y avait déjà une idée fondamentale derrière, qui était l'idée de développer des liens tout à fait particuliers, nouveaux, et des liens d'égaux à égaux avec les pays de l'ensemble issus de la colonisation française. Je rappelle d'ailleurs, au passage, cette chose insuffisamment soulignée, c'est que lorsque la Constitution française a été adoptée en 1958, elle avait un titre 13 qui s'appelait de la communauté, et qu'elle est la communauté des États francophones. Or, ce titre 13 est tombé en désuétude, et il a été, tenez-vous bien, supprimé en 2005 au moment du toilettage de la Constitution pour faire la Constitution européenne. Donc c'est tout à fait saisissant de voir qu'au moment où on a prétendu enfermer la France dans un périmètre artificiel avec la Lettonie ou l'Estonie, eh bien au même moment on supprimait les vestiges de ce qu'aurait pu être une communauté des États francophones. Alors, eh bien, je rappelle que l'Organisation internationale de la francophonie est un des éléments très importants du rayonnement de la France. Je rappelle que cet atout totalement décisif de notre pays est laissé en jachère par les dirigeants français sous prétexte de construction européenne, puisque nous affirmons que nous sommes les alliés des Allemands, des Italiens, des Slovaques, des Polonais, des Lettons, etc. Du coup, on se coupe de ce qui faisait notre vraie puissance, et tout ceci souvent au grand désespoir d'un certain nombre de ces pays du monde qui regardaient vers Paris et qui sont de plus en plus désespérés. Je rappelle qu'il y a ici une formidable possibilité de développement mondial. Je rappelle que la francophonie, c'est justement tout le contraire du choc des civilisations, puisqu'il y a ici, vous avez les Jeux de la francophonie qui se sont déroulés au Liban, en haut. Vous avez ici une publicité qui avait été faite par les expatriés français en Chine, parce que quand on vit loin de France, on se rend compte à quel point on a une proximité avec les peuples francophones. Et puis nous avons effectivement les pays de la francophonie qui ont cet admirable avantage d'être présents sur les 5 continents, et en particulier d'avoir toutes les ethnies, toutes les religions à peu près qui se regroupent selon une affinité linguistique et historique. Donc, cette priorité à la francophonie, eh bien, nous proposerons à nos partenaires la création d'un parlement de la francophonie. Et il sera installé où? Eh bien, je vous le donne en mille, il sera installé justement dans les locaux de l'UNESCO, que nous aurons donc vidés pour les transférer à Strasbourg, où ils auront beaucoup plus la place pour signaler justement la paix. D'ailleurs, ça sera mieux, puisque Strasbourg est une ville qui se trouve à la frontière du monde latin et du monde germanique. Donc ça sera un extraordinaire symbole. En revanche, eh bien, les locaux de l'UNESCO sont tout à fait à la taille de la quarantaine de pays et qui sont membres de la francophonie. Nous proposerons, là aussi, je ne sais pas si nos partenaires l'accepteront, nous proposerons ce Parlement qui serait installé dans ces locaux à Paris, dont l'objectif serait d'entretenir un lien politique permanent entre les États de la francophonie, et non pas un vague secrétariat qui manque considérablement de moyens, et puis un sommet une fois tous les 2 ans, de donner corps à une véritable communauté francophone, de contrecarrer les théories racialistes et guerrières du choc des civilisations promues par les think tanks américains et dont la construction européenne est une application régionale, de permettre l'élaboration, si c'est possible, de positions communes de la francophonie sur tous les grands sujets planétaires. Par exemple, sur le système financier international, par exemple la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple les termes de l'échange, par exemple les évolutions naturelles et sans doute souhaitables du franc CFA,
par exemple les problèmes environnementaux, par exemple la paix dans le monde, eh bien je veux vous assurer que si dans des instances comme l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, etc., il y avait les 40 États de la francophonie qui avaient une position commune de temps en temps sur un sujet, eh bien ce serait quelque chose de très important. Très important. C'est justement ce que ne veulent pas les européistes. C'est justement ce que ne veulent pas les anglo-saxons. Ils veulent justement nous couper de ce qui fait notre vraie puissance. D'ailleurs, j'ai déjà souligné, je l'avais écrit déjà dans la charte qui fonde l'UPR, où j'avais déjà précisé que nous constitutionnaliserions le principe du siège permanent au Conseil de sécurité pour la France. Ce sera aussi un siège permanent qui, si possible, se fera le porte-parole des positions de l'ensemble de la francophonie, qui permettra par notre voix, non seulement la voix de la France, mais la voix de la francophonie. Et ce n'est pas quelque chose d'artificiel, puisque une langue, c'est quand même d'abord et avant tout une vision du monde et une affection partagée. À propos d'affection partagée, eh bien, réorienter une partie de notre aide vers l'Union européenne en une aide vers les pays de la francophonie. Ces fonds proviendront pour partie des économies considérables réalisées du fait de nos retraits de l'Union européenne, et puis développer un système d'échange d'étudiants très important de type Erasmus avec les pays de la francophonie. Pourquoi devrait-on échanger, avoir des étudiants qui iraient s'installer? Je ne suis pas contre le fait d'aller en Lituanie, d'aller en Danemark, mais pourquoi est-ce que nous n'aurions pas des étudiants français qui iraient suivre des cours, par exemple, je ne sais pas moi, à Montréal, ou bien à Saïgon, ou bien à Dakar, et réciproquement. Donc il faut qu'il y ait un développement de ces échanges, et puis sensibiliser le peuple français à son appartenance à cette sphère d'influence mondiale, ayant le français en partage. Ce sera d'ailleurs d'autant plus facile que, comme vous le savez, il y en a certainement parmi vous dans cette salle, que beaucoup de nos compatriotes ont des origines provenant des pays de la francophonie. Donc c'est beaucoup plus naturel à tous les égards de se rapprocher de ces pays avec lesquels nous avons tant de points communs. Je ne voudrais pas terminer ce point sur le rayonnement, notamment culturel, sans dire un mot également des pays qui, eux, ne sont pas de la francophonie, enfin, ils sont de la francophonie, mais ils sont plus que de la francophonie, ils font partie du territoire de la République française, qui sont les départements ou les territoires d'outre-mer. Je rappelle que 2,7 millions de nos compatriotes, c'est-à-dire quand même 4,5% de la communauté nationale, vivent dans les départements et les territoires d'outre-mer. Vous voyez ici, en haut, de haut en bas et de gauche à droite, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique avec la montagne Pelée, le pic du Maïdo à l'île de la Réunion et puis les îles des Saintes au large de la Guadeloupe. Alors pourquoi je vous parle d'eux? Parce qu'ils se sentent pourtant les oubliés de la République. Le chômage y est souvent important. Je signale que l'île de la Réunion est, avec plus de 850 000 habitants, est le 25e, je crois, département le plus peuplé de France sur une centaine, donc c'est un très gros département français. Le chômage y est important. Les dirigeants français n'en parlent jamais ou pratiquement jamais, et ils préfèrent vanter notre solidarité avec les Slovaques ou les Lettons. Je rappelle que l'Union européenne qualifie les départements d'outre-mer de régions ultra-périphériques. Et pourquoi donc ? Pourquoi donc l'île de la Réunion, qui est française, comme vous le savez, depuis 1638, c'est-à-dire avant la mort de Richelieu et de Louis XIV, qui est française avant les villes de Lille, Courtrai, française bien avant la Savoie ou le comté de Nice, qui sont françaises depuis 1860. Eh bien, pourquoi cette île de la Réunion, comme d'ailleurs la Guadeloupe et la Martinique, qui sont françaises depuis à peu près la même période, pourquoi seraient-elles considérées comme des régions ultra-périphériques par rapport à la Slovénie ou à Chypre ? C'est d'autant plus absurde à une époque où tout, avec Internet ou les communications, désormais, les mêmes nous disent que les distances ont été abolies. J'insiste aussi sur le fait que les territoires d'outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne. D'ailleurs, ils s'y portent très bien. Je signale aussi au passage, c'est une curiosité, mais qui mérite quand même d'être rappelée,
qu'il y a une collectivité française qui est sortie récemment de l'Union européenne, qui est la collectivité de Saint-Martin, qui est devenue collectivité d'outre-mer. Parce qu'il y a une vie après l'Union européenne. Hein. Le Groenland, par exemple, qui était un département d'outre-mer danois, eh bien, était membre de l'Union européenne à partir de 1972. Il en est sorti en 1994. Alors, sans tambour ni trompette, il ne faut surtout pas que les populations le sachent, mais donc c'est possible puisque ça s'est fait. Alors, j'insiste sur le fait que les territoires d'outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne, et j'insiste aussi donc sur le fait que nous adopterons une grande politique de redynamisation de l'outre-mer, avec une augmentation de la présence de l'outre-mer français dans les grands médias nationaux. Je ne dis pas qu'il faut en parler tout le temps, mais on n'en parle jamais. Donc il y a quand même, on pourrait de temps en temps avoir des informations, des reportages sur la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, d'autant plus qu'il y a beaucoup de Français originaires de nos départements ou territoires d'outre-mer qui sont présents en France métropolitaine. Il faudra également développer et subventionner les dessertes aériennes pour continuer à abaisser le coût des transports, même si beaucoup de choses ont été faites. Il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment la desserte aérienne de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie sont quand même encore tout à fait onéreuses. Développer un vaste programme d'échanges scolaires entre métropole et outre-mer pour apprendre à tous les jeunes Français à partager un destin commun. Pourquoi n'y aurait-il pas de temps en temps des écoles de France, je ne sais pas, moi je pense au Cher, ou je pense à la Seine-Saint-Denis, ou bien je pense aux Hautes-Alpes, qui auraient droit à aller passer 3 mois avec un échange avec par exemple, une classe qui se trouverait à Papeete, ou bien à Nouméa, ou bien à Saint-Gilles, ou à Saint-Leu, ou à Fort-de-France. Et réciproquement. Développer des activités productives sur place, promouvoir nationalement ce que j'appelle le beau modèle réunionnais. Parce que c'est un beau modèle que nous avons. Je ne sais pas si parmi vous certains connaissent l'île de la Réunion. C'est un modèle où des Français de toutes les ethnies, de toutes les religions ont bâti depuis maintenant donc plus de 370 ans une société, alors évidemment, je n'ignore pas l'origine, l'esclavage, etc., bien entendu, mais enfin tout ceci est maintenant fini depuis 1848. Edmond Albius, l'inventeur de la fertilisation de la vanille, était un esclave de l'île de la Réunion, comme vous le savez, il avait été affranchi d'ailleurs vers 1830. Eh bien donc nous avons dans cette île une espèce de petit microcosme, au sens étymologique du mot microcosme, un petit monde, un microcosme du monde du XXIe siècle, et ils ont bâti une société ouverte et formidablement tolérante qui communie, chacun gardant dans un esprit de laïcité, chacun gardant sa foi pour l'intérieur de son domicile, en ne l'imposant pas aux autres, mais tout le monde communie dans l'amour de la République française et dans les grandes valeurs républicaines. Eh bien, moi, je trouve que plutôt que de faire en permanence des reportages sur des quartiers difficiles, eh bien, on devrait plutôt faire aussi des reportages sur ce qui se passe à l'île de la Réunion, par exemple. Et puis, je terminerai sur l'outre-mer en disant qu'en recréant le franc, la République française ne fera que réunifier son propre dispositif monétaire. Eh bien oui, puisque vous avez vu, elle est belle cette vue de Mooréa, vue depuis Tahiti. 520 000 Français, nos compatriotes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, vivent toujours avec le franc pacifique. Il est assez émouvant pour ceux qui aiment les clins d'œil historiques de penser que les seuls territoires qui ont gardé le franc et qui ne sont pas passés à l'euro, qui sont donc des territoires d'avenir, puisque nous allons revenir au franc, et tout le monde le sait bien, eh bien, que ces territoires ont été aussi les premiers territoires de la République française à avoir rejoint la France libre dès l'automne 1940, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Donc je serai heureux de le souligner à cet égard.